J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, bonsoir Patrick et bonsoir Monsieur le député. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur François Jolivet, député de la première circonscription de l'Indre et vice-président du groupe chasse à l'Assemblée nationale. Bonsoir Monsieur le député, ravi de vous avoir avec nous. Bonsoir madame, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités chasse. Nous parlerons du tétra et des chasseurs savoyards qui le protègent. Dans la rubrique « Connaissez-vous droit ?», nous listerons ce qu'un inspecteur de l'OFB a le droit de faire. Nous reviendrons sur une meute de loups filmée en Savoie alors que l'OFB s'inquiète pour les loups. Nous parlerons également de 6 loups gris qui se sont échappés du parc Ecozonia. Suite à ces injures envers les chasseurs et le président Schrane, Brigitte Bardot est convoquée au tribunal d'Arras. Nous reviendrons sur la rencontre entre Willy Schrane et Bérengère Abba, au menu les dégâts et la sécurité. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Pour notre dossier de la semaine, nous parlerons d'actualités chaudes concernant de près ou de loin la chasse, et en particulier de la proposition de loi discutée en ce moment et visant à lutter contre la maltraitance animale avec Monsieur le député François Jolivet. Ce soir, pas de dossier équipement, j'aime la chasse l'émission, c'est parti. Patrick, nous voulions démarrer ces actualités avec les chasseurs savoyards qui protègent les tétras. Eh bien, encore une excellente initiative d'une fédération. Moi, je suis abonné aux brillantes initiatives. Donc, la Fédération de Haute-Savoie a décidé de mettre en place un certain nombre de choses pour protéger les tétras, notamment des skieurs, faut le dire. Et ils ont mis en place 18 réalisations protégeant 130 hectares, un investissement de 150 000 € quand même. Oui. Pour protéger cet espace qui est menacé, n'est-ce pas Denis ? Oui, le tétralyre, tout le monde le sait, est une espèce qui est fragile et dont la survie est un petit peu menacée actuellement en France. Il faut savoir que c'est un oiseau qui, au moment de l'hiver et pendant l'hiver, donc, décide de réduire son activité et il creuse des igloos dans la neige. Donc il en sort parfois le matin, parfois le soir, parfois au bout de 2-3 jours seulement pour aller se nourrir. Donc ça lui permet d'économiser ses forces, d'être à l'abri des prédateurs. Le problème, c'est que dans nos montagnes, alors peut-être moins cette année, puisque les stations-service n'ont pas l'autorisation d'ouvrir les remontées mécaniques. Les stations-service, les stations de ski, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma langue à fourcher. Mais bon, voilà. Les skieurs, la pratique du ski hors-piste, la pratique de la promenade en raquette s'est énormément développée. Nos amis citadins vont beaucoup hors des domaines skiables et, par voie de conséquence, dérangent ces animaux. En écrasant son igloo, par exemple, à la montée ou à la descente, quand on est en ski de randonnée. Donc que fait le tétra à ce moment-là ? Je crois qu'il y a un problème, c'est que quand il s'envole, après il doit remonter à pied parce qu'il est capable de descendre facilement mais pas remonter. C'est pas un oiseau. Et ça l'épuise. Voilà. Et il peut en mourir. Ces dérangements l'épuisent, l'affaiblissent et il peut en mourir. Évidemment, tout cela est bien connu des chasseurs et des naturalistes sérieux. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis en place. Alors il y en avait du côté de Briançon et maintenant la Fédération de Haute-Savoie a mis en place un beau programme de protection d'un certain nombre de zones. C'est intéressant. Voilà un exemple de plus de l'investissement des chasseurs au profit réel, cette fois-ci, et pas annoncé sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes télé, de l'engagement au profit de la préservation de la biodiversité. Et encore une fois, ce sont les chasseurs. Alors évidemment, je suis prêt à parier que parmi les skieurs hors piste et les promeneurs en raquette, il y en a
qui ignorent tout du tétra. Il y en a un certain nombre qui nous détestent, qui sont anti-chasse notoires. Ça me rappelle d'ailleurs que j'avais reçu un gentil message, il y a peu de temps, on le voit à l'écran en ce moment, d'un monsieur qui s'appelait sur les réseaux sociaux Alpirando, et qui voulait à tout prix, à la prochaine rencontre entre nous deux, me mettre son Charles Moser dans la tête. Alors Charles Moser, c'est une marque de piolet, bien connue des gens qui pratiquent l'alpinisme. Donc voilà, ils sont mignons, ils sont très mignons, ils ne savent rien, mais ils se permettent de condamner. Une réaction, monsieur le député, à propos de cette belle initiative des chasseurs de Haute-Savoie ? Oui, une réaction parce qu'en fait, votre information le dit bien, ce sont les chasseurs qui ont pris en main ce sujet. Et je ne sais pas si la fédération de chasse du secteur est agréée environnementale, mais je sais que moi, dans l'Indre, la fédération départementale ne l'est pas, mais l'association des piégeurs de l'Indre est une association agréée environnement, au grand drame de certains acteurs dits plus spécialistes qu'elle. Mais ça démontre en fait que la nature appartient certes à tout le monde, mais que certains la connaissent mieux que d'autres, et que tout ce qui clive et qui ne réunit pas les gens n'est pas positif. Et je trouve que l'initiative des acteurs pour protéger le tétra est une bonne action. D'abord pour cet oiseau, et puis surtout, ça démontre que le chasseur n'est pas qu'un tueur, le chasseur est aussi quelqu'un qui protège, et c'est tout à l'honneur des gens qui sont investis dans ce dossier. Et je dois dire qu'on parle de la Haute-Savoie, mais il y a des initiatives dans tous les départements, enfin la plupart des départements où est présent le grand tétra. Oui, tout à fait. C'est sur tout l'arc alpin que les fédérations de chasse... Et les Pyrénées. Et aussi dans les Pyrénées, bien entendu. Et le Jura, Denis, j'ai envie de te dire. Pourquoi, ce sont des montagnes, le Jura ? Non. Ce sont des collines tout au plus. Voilà, je vais me faire beaucoup d'amis dans le Jura. Bon, on souligne encore ces belles initiatives de la part des fédérations. Patrick, tu voulais faire un point ce soir sur ce qu'a le droit de faire un inspecteur de l'OFB. Je voulais en fait rebondir sur un article intéressant que Denis a écrit. Alors il m'a critiqué, il a critiqué les jurassiens parce que je suis jurassien, je vais le rappeler aux gens qui nous regardent. C'était très méchant de ta part, mais quand même je voulais parler de cet article que j'ai trouvé fort intéressant. Alors les inspecteurs de l'OFB, c'est anciennement les gardes de l'ONCFS, oui, on peut dire comme ça. Et je voulais que tu reviennes sur cet article, si tu veux bien, Denis. Oui, mais voilà, il y a... Oui, bien entendu. Alors, c'est ce qu'on appelle maintenant les inspecteurs de l'environnement, dans le nouveau jargon très politiquement correct. Que peut-on faire ? Il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent, selon lesquelles un inspecteur de l'OFB ne pourrait pas accéder à notre voiture lorsque nous sommes en action de chasse. Mais des décisions récentes de la Cour de cassation viennent de montrer le contraire. Parce qu'en effet, ils ne sont pas officiers de police judiciaire, mais la Cour de cassation a estimé que lorsqu'ils constataient une infraction, ils avaient des pouvoirs de police judiciaire, et que, contrairement à ce que disait un chasseur, un braconnier en l'occurrence, le véhicule... son véhicule n'était pas assimilable à un domicile. La Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction française dans ce domaine, a jugé donc que ce n'était pas possible. La personne en question avait été surprise de nuit avec une carabine, des intensificateurs de lumière, et il estimait que l'ouverture de son coffre était une violation de domicile, puisque c'était sans OPJ et sans autorisation du procureur. Donc on voit ici à l'écran la copie d'écran de l'arrêt de la Cour de cassation qui autorise apparemment les inspecteurs de l'OFB à ouvrir un véhicule quand il y a suspicion d'infraction. Il faut noter aussi que cela vaut pour les gabions, les huttes, les tonnes, puisque dans un autre exemple, jugé en octobre 2020, c'est très récent, la Cour de cassation a estimé que les inspecteurs de l'environnement pouvaient y pénétrer pour y effectuer un contrôle. Bien qu'il y ait des lits, un petit espace cuisine, ce ne pouvait être assimilable à un domicile parce qu'il n'y avait pas de raccordement à l'électricité ou à un réseau d'eau. Donc, ils pouvaient y pénétrer. Cela n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Nous recevions il y a peu de temps le collectif des chasseurs en colère de la baie de Somme qui estimait que les contrôles des inspecteurs de l'OFB étaient souvent abusifs, parfois excessifs, parfois agressifs, et qu'il préférait avoir affaire à la gendarmerie, c'est vous dire. Je ne sais pas si monsieur le député a une
une réaction par rapport à cela, mais il serait intéressant, à mon avis, que le législateur que vous êtes s'y intéresse. J'ai cru comprendre que Mme Pompili souhaitait que les inspecteurs de l'OFB soient agréés OPJ à court terme. Alors, l'OFB est une structure nouvelle, puisqu'en fait, c'est la fusion de l'ONCFS avec l'Agence française pour la biodiversité. Je pense que, comme d'habitude, au-delà du cadre légal, c'est d'abord les femmes et les hommes qui y travaillent, qui fabriquent l'institution. Et le savoir-être et le savoir-faire est sans doute distinct suivant les acteurs. Alors, le fait que vous preniez l'exemple de ce braconnier qui avait dit que son domicile avait été violé et la Cour de cassation lui a donné tort, en fait, c'est quelque chose d'assez classique. Je pense qu'il a perdu beaucoup d'argent en allant à la Cour de casse parce que c'est ce qu'on appelle le flagrant délit. Et le flagrant délit, même pour un policier qui n'est pas un OPJ et qui n'agit pas pour le compte et au nom du procureur, peut pénétrer chez autrui pour un flagrant délit. Et ça, apparemment, ça semblait le cas. Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau. Après qu'il soit agréé comme officier de police judiciaire, alors, vous savez déjà que l'Agence française pour la biodiversité, puis avant l'ONEMA, était amenée à faire des procès, enfin, à dresser des procès dans le domaine agricole et dans un domaine d'expertise qui concernait les produits interdits à côté de points d'eau, enfin l'usage de produits interdits à côté de points d'eau. Maintenant, l'OFB, on veut aussi en faire quelque part une police rurale. J'ai voté le texte sur sa création. J'aurais préféré avoir aussi une mouchasse à l'intérieur, mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, ils sont des inspecteurs de l'environnement, mais c'est aussi plus banalement quelque part une police rurale. Et peut-être que assorti au pouvoir de police, ne serait-ce que pour constater des déchets, des charges sauvages, de pouvoir essayer de repérer à qui appartient le tas d'amiante qui a été jeté dans un chemin, peut-être faudra-t-il leur donner des pouvoirs supplémentaires, mais c'est pas contre les chasseurs, en tout cas je ne le pense pas comme ça. C'est surtout pour faire en sorte que la ruralité soit aussi respectée par tous et pas que par les chasseurs, mais aussi que certains titulaires de permis de chasser la respectent aussi, parce qu'en fait, on ne peut pas se tenir à l'écart en se mettant en dehors des règles. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les règles, mais en tous les cas, je pense qu'ils ont leur rôle à jouer, mais peut-être faudra-t-il que la ministre dont vous parliez demande à son management intermédiaire de travailler sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Et sans doute d'ailleurs que les gendarmes sont plus appréciés par les ruraux que cette structure, qui pourtant est une structure qui fusionne deux structures anciennes, parce que les gendarmes, ils ont une manière d'être qui est sans doute différente de certains qui se retrouvent en uniforme avec un 357 Magnum à la ceinture. Donc je pense qu'il faut qu'ils arrivent à dépasser cela et qu'ils s'agissent plutôt comme des partenaires, des gens qui se comportent bien, plutôt que d'être repérés comme étant des êtres nuisibles sur un territoire, ce que je ne crois pas. Merci messieurs pour ce point. Je Voilà. t'ai devancé, Denis. Autre article, Denis, publié cette semaine sur nos réseaux. Tu voulais revenir sur une meute de loups qui a été filmée en Savoie, alors que justement l'OFB s'inquiète pour ces loups. Oui, alors d'abord, les faits. Un photographe amateur qui travaille en station et qui a un peu de temps en ce moment, puisque malheureusement les stations sont fermées, enfin fermées, non actives pour les remontées mécaniques. Et il s'appelle Franck Pasquali. Il a disposé quelques caméras fixes un petit peu partout autour du village où il habite. Et il a pu capter une meute de 9 loups progressant dans la neige, une neige bien profonde. Photo, on voit bien, Ah oui, c'est pris de nuit, mais on distingue extrêmement bien les loups. C'est près de Modane, en Savoie. Et les loups étaient assez près des habitations. Lui-même dit, en ce moment, je prends à peu près 200 photos par semaine. Je trouve qu'il y a de plus en plus de loups dans le coin et qu'ils se rapprochent des villages. Le problème, c'est qu'en ce moment, on a le discours de l'OFB officiel, donc à propos des loups, qui nous annonce d'abord un chiffre, c'est ridicule, de 580 loups.
recensés en France. Tous les connaisseurs le savent, on est loin du compte. De surcroît, l'OFB et le CNRS viennent de sortir une publication, là, il y a à peu près une semaine, disant qu'ils s'inquiétaient parce que la population de loups stagnait en France. Le problème, c'est que la réalité de terrain dément absolument ces belles paroles, à la fois en constatant les dégâts, à la fois en constatant les observations. Si c'était le cas que la population de loups stagne, je pense que chasseurs, éleveurs, agriculteurs en général en seraient ravis, mais bien entendu, les constats catastrophiques des dégâts sur les élevages montrent le contraire. De surcroît, le loup est maintenant présent sur la presque totalité du territoire. Il faut être vraiment aveuglé par l'idéologie du réensauvagement pour oser présenter le contraire. On sait très bien que dire que les loups stagne au niveau de la croissance des effectifs, permet de limiter les tirs létaux sur eux et donc de permettre à la population en fait, de continuer à croître. Je trouve que là qu'il y a une dérive dans le travail de l'OFB qui n'est pas de protéger cette espèce, mais au contraire de travailler en harmonie avec les acteurs du monde rural, que sont les agriculteurs, les éleveurs en particulier et les chasseurs. Là, je pense qu'il y a une dérive idéologique de certaines personnes au sein de l'OFB. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque de l'ONCFS, il y a eu un administrateur pendant 10 ans à l'ONCFS qui s'appelait Pierre Athanase. Il se trouve que Pierre Athanase, c'est un des fondateurs de l'ASPAS, qu'il est maintenant un des nombreux vice-présidents de la métropole lyonnaise, et que bien entendu c'est une personne qui est extrêmement anti-chasse. Voilà, je me permets encore cette charge mesurée quand même contre l'OFB, parce que je trouve qu'il y a des dérives actuellement en interne au sein de l'OFB, et qu'elles ne sont pas apparemment maîtrisées par la direction. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ces loups. Il est temps, à mon avis, que les gouvernants et les politiques prennent une décision. Que veulent-ils pour la France ? Est-ce qu'ils veulent une France transformée en parc régional, en parc national à la Yellowstone, où la nature serait soi-disant inviolée et surtout financiarisée, ou est-ce qu'ils veulent une France harmonieuse avec des agriculteurs, des éleveurs, des chasseurs, des promeneurs, des randonneurs ? Il y a un choix politique important à faire et il faut que l'autorité politique tranche à ce niveau-là. Monsieur le député va nous en dire un mot, non ? Je pense que c'est quelque chose qui peut interpeller le député de la majorité que vous êtes, monsieur Jolivet. Oui, vous avez raison de le dire. Je suis un député de la majorité, pour autant j'ai ma liberté de penser. Si vous voulez, moi je ne suis pas un expert dans le domaine du loup. Je ne sais pas s'il y en a 597 ou si la population stagne. Ce que je peux observer de manière plus générale, c'est qu'en France, on protège les prédateurs et que le loup est un prédateur. Ça devrait interroger sur la manière dont se construit, d'ailleurs pas que la France, mais beaucoup de pays dans ce domaine-là. Mais en revanche, ça devient un sujet d'actualité parce que moi, je suis d'origine agricole et j'ai encore une exploitation familiale avec 600 brebis dans un lieu qui s'appelle la bande de la Fosse aux Loups, dans le Indre. Et on en voit en région Centre-Val de Loire, à la limite de la Creuse. Ce qui veut donc dire mais on n'a pas eu d'attaque. Ça signifie donc que le loup, en tous les cas, migre sur le territoire français. On parle des loups qui viennent d'Espagne, des loups qui viennent d'Italie, de ceux qu'on a pu lâcher une certaine époque, et puis les loups venant de l'Est, enfin de l'Europe de l'Est. Vous savez, sur le débat, il y en a trop, il n'y en a pas assez, il y a beaucoup de dégâts, il n'y a pas de dégâts. Moi, je connais des gens dans les Pyrénées qui sont éleveurs, qui n'ont jamais eu de brebis attaquées par des loups, et puis inversement. Donc, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une approche, parfois une approche militante. Donc, peut-être le militantisme derrière certaines personnes de l'OFB, et puis peut-être certains militantismes anti-loup, peut-être exagérés parfois du côté agricole, et peut-être que certains chasseurs parfois sont trop militants sur la stratégie anti-loup. Mais en fait, on peut au moins être d'accord sur une chose, c'est qu'on n'a pas de données partagées. Et ces données partagées, en fait, on a des intuitions. Nous, on a vu 3-4 loups à côté de chez moi. On ne les revoit plus. Pourtant, c'était en plein agnellage. Il y avait des brebis qui étaient sorties, avec des agneaux qui avaient 1 mois.
il ne s'est rien passé. Et on n'a pas de chien, on n'a pas de clôture électrique, on n'a rien de tout ça. Et puis, peut-être ont-ils fait que passer. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première fois qu'on revoit des loups dans ce secteur depuis 1901, au dire de la mémoire d'homme et historique. Mais l'absence de données partagées fait que personne ne se comprend et tout le monde est en conflit. Alors par contre, les éleveurs que je connais dans les Pyrénées qui ont eu, pas que les loups d'ailleurs, aussi l'ours avec les brebis jetées, ne pouvant plus échapper aux prédateurs et se jetant de la falaise, ça c'est une vérité. Maintenant, je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens d'indemniser tout le monde, surtout dans la période où on est. Et je pense que les militants se feront rattraper par les limites budgétaires. Voilà ce que je pense. Et je ne suis pas de ceux qui protègent les prédateurs. Bon, merci pour ce partage d'expérience. On va rester toujours dans le sujet des loups, mais là, Denis, tu voulais qu'on parle des 6 loups gris qui se sont échappés du parc Ecosonia. Oui, alors, information récente, Ecosonia, c'est un parc qui n'est pas encore ouvert, hein, dont l'ouverture a été retardée du fait de la situation sanitaire, qui est situé dans la région de Perpignan, un parc de 26 hectares, je crois, qui vise à protéger un certain nombre de grands prédateurs et de travailler en lien avec des organisations de protection de ces espèces. Le problème, c'est qu'il venait de recevoir 6 loups gris de Lettonie. Je ne savais pas que le loup gris était une espèce en voie enfin menacée ou en voie de disparition. J'ai consulté la liste de l'UICN et le loup gris est considéré comme préoccupation mineure. Donc il n'y a aucune raison que ce parc, qui soi-disant est fait pour protéger certaines espèces en danger, reçoivent des loups gris. Mais enfin, à peine arrivés, les loups se sont échappés. La préfecture a décidé, compte tenu de la dangerosité de ces animaux, d'autoriser les gardes de l'OFB à utiliser tous les moyens possibles pour les neutraliser. 2 ont été abattus, 2, je crois, ont été trouvés et anesthésiés. Il y en aurait encore 2 dans la nature. Mon problème, le problème, c'est que je suis allé voir ce qu'était Ecosonia. Et alors là, c'est un grand moment de jargon politiquement correct autour de l'écologie. Donc je disais que c'est un petit parc de 26 hectares. Et si on va sur le site d'Ecosonia, on voit que c'est un écoparc qui fait de l'éco-conservation, propose des éco-lodges et des éco-visites sur des éco-expériences. Donc on ne peut vraiment ignorer que leur but, c'est l'écologie. Le texte de présentation du parc, et là je vous lis, au cœur de la forêt méditerranéenne, près de Perpignan, Ecosonia est un écoparc de 26 hectares qui vous emmène à la découverte du monde fascinant des prédateurs. En vous baladant dans le parc découpé en écozones, vous pourrez découvrir les animaux les plus redoutables de notre planète. Ensuite, une petite liste. Le centre de conservation, de recherche et de sensibilisation, notre vision est celle d'un monde où l'homme respecte les autres prédateurs, symbole d'une nature sauvage. Alors moi, je trouve quand même qu'il est difficile de faire plus hypocrite. Oser prétendre que l'on respecte des prédateurs en les enfermant dans un parc de 26 hectares alors que leur espace vital, leur aire vitale est de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'hectares, je trouve ça scandaleux. De surcroît, autre hypocrisie de ce parc, il propose au public d'assister à des séances de dressage. Pardon, pas de dressage, de medical training. Et on nous explique ce que c'est que le medical training. Il s'agit d'entraînement médical, qui est une méthode comportementale basée sur la répétition d'actions et le renforcement positif, entre parenthèses, récompense alimentaire. Bon, pour moi, c'est la définition même du dressage animal. Donc, j'aimerais comprendre, avec ce beau langage, comment on peut oser prétendre que des tigres ou des panthères de l'amour faisant le pitre pour des spectateurs soient politiquement corrects et en accord avec ce genre de choses. Pile au moment où il y a des offensives contre les cirques avec animaux, contre les delphinariums, voilà. Donc je trouve qu'il y a là une incohérence et je ne serais pas surpris d'ailleurs que cette
ce parc Ecosonia ne ferme avant même d'être ouvert, puisqu'il représente tout ce qui est concerné par la PPL, la proposition de loi qui est en discussion actuellement. Voilà, c'était une petite pique à l'encontre d'un parc qui n'a pas encore ouvert, mais qui en tout cas a déjà causé des dégâts, puisque les loups s'en sont échappés à peine arrivés. Je sais pas si tu vas être invité pour l'inauguration. Je ne pense pas être invité pour l'inauguration, mais bon, j'irai payer mon ticket. Nous voulions revenir également sur Brigitte Bardot, qui est convoquée au tribunal d'Arras suite aux injures qu'elle a proférées contre les chasseurs et contre le président Schrane. Patrick, tu voulais nous en dire un mot? Bah oui, Brigitte Bardot. Déjà, ça lui fait un peu de route. Saint-Tropez-Arras, c'est pas la porte à côté, comme on dit. Pourquoi elle est convoquée au tribunal? Elle avait fait un édito dans lequel elle s'en prenait assez violemment au monde cynégétique et aux chasseurs. Je vais devoir citer. Ah, il faut citer, c'est incroyable. Je hais et alors pas avec le talent de Brigitte Bardot, mais elle l'a écrit. Je hais et méprise les chasseurs, ces sous-hommes d'une abjecte lâcheté aux trognes d'ivrogne qui, déguisés en treillis militaires, armés d'armes de guerre sophistiquées, s'en vont donner l'assaut aux humbles et innocents animaux de nos forêts qui n'ont comme seul délit que d'être vivants et de servir de cible. Alors, moi, je me suis pas du tout senti visé, mais toi, Denis, si. Ah oui, bien sûr, oui. Elle a attaqué le président Schrane directement. Ma trogne d'ivrogne et mes armes de guerre sophistiquées, c'est bien connu, c'est tout à fait mon portrait. Bon, je ne savais pas que le calibre 12 du grand-père était une arme de guerre sophistiquée, mais oui, en effet, ces propos sont inadmissibles, sont ignobles, sont abjects. Bon, je pense qu'il faut prendre en compte, je dirais, le grand âge, pour ne pas dire plus, de Brigitte Bardot. Le problème, c'est qu'elle est instrumentalisée par toutes les personnes de sa fondation qui la laissent s'exprimer comme cela, puisqu'il profite de sa notoriété. Bon, elle se voit convoquée donc au tribunal d'Arras pour répondre de ses injures. Le problème, c'est que Brigitte Bardot n'est pas la seule, qu'il y a un de vos collègues, monsieur le député, pour ne pas le nommer, Éric Diard, qui s'était répandu en tweets injurieux à l'encontre de... Et on les voit à l'écran, là. J'aime bien garder des copies d'écran des choses qui me paraissent un peu scandaleuses, qui s'étaient répandues en injures à l'encontre du président Willy Schrane. Voilà, ça nous permet de parler de la loi sur l'entrave à un certain nombre d'activités, dont la chasse, qui a été votée au Sénat il y a déjà quelque temps et qui est actuellement enterrée à l'Assemblée nationale. C'est bien dommage. Maintenant, il y a des lois pour réprimer les injures et les insultes sur les réseaux sociaux ou dans la vie publique en général. Voilà, il reste à souhaiter que le tribunal d'Arras condamne Brigitte Bardot. J'en suis triste parce que je l'ai adorée dans beaucoup de films, mais là, franchement, elle dérive, la pauvre. Voilà. Monsieur le député, vous vouliez intervenir? Oui, alors je ne commenterai pas une affaire qui est en train de s'instruire, parce que si Madame Bardot est convoquée, c'est sans doute qu'un juge a une procédure contre elle et qu'il a considéré qu'il y avait opportunité à poursuivre. Alors moi qui suis juge à la Cour de justice de la République, je ne commenterai pas cette affaire. En revanche, concernant les propos tenus par des députés, ils sont libres de leurs propos. Vous savez, en France, c'est la liberté. Ça ne veut pas dire pour autant que ça doit jeter l'ombre sur tout le monde. Et puis sur le texte qui voulait modifier, enfin créer un délit d'entrave aux activités autorisées, vous dites qu'il est enterré. Je pense que vous êtes excessivement sévère, parce que beaucoup de députés travaillent sur ce sujet-là, d'ailleurs avec les sénateurs. Et je pense que le ministre de l'Agriculture, et y compris la ministre de l'Environnement, a été sensibilisé fortement sur ce sujet. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une transition peut-être avec le sujet suivant, c'est que autour du président de la République, il y a un certain nombre de candidats qui sont réunis, qui, pour certains d'entre eux, ou certaines d'entre elles, sont devenus députés. Et tout ce qui les avait réunis était sur un programme politique. Et tout ce qui est en dehors du programme pose difficulté à certains. Par exemple, comme le texte sur la protection animale me concernant. Voilà.
Vous avez bien fait de préciser la chose, monsieur le député, parce qu'en effet, il n'y a pas de mandat impératif en France, ce n'est pas dans la Constitution française et dans les règles d'organisation de la vie politique française, mais il paraît surprenant que certains, et je parle en particulier des députés, se fassent élire sur un programme et ensuite, en cours de route, soit changent d'étiquette, pour ceux par exemple qui sont partis chez EDS, soit se lancent dans des aventures législatives qui n'étaient pas, je dirais, sur leur proposition de foi qui était donnée au moment des élections. Mais oui, nous aurons l'occasion d'y revenir car nous abordons maintenant la fin de ces actualités avec rapidement les brèves des réseaux, n'est-ce pas Amélie? Eh bien, ce n'est pas moi, c'est Patrick. C'est Patrick, sa chronique exactement. à lui, en direct des réseaux. Eh bien, cette semaine, Amélie, ce n'est pas en direct des réseaux, mais c'est en direct d'Europe Écologie Les Verts. Je reviens sur un fait de la semaine dernière, la cérémonie d'hommage aux cerfs inconnus, Oui. qui a réuni de nombreuses personnes d'Europe Écologie Les Verts. Nombreuses 5. Ils étaient 5. 5. Alors pourquoi j'en reparle cette semaine? Bon, déjà, il y a eu un petit problème technique chez nous, un sabotage, je ne sais pas. Mais on a eu un problème sur les visuels que vous êtes en train de voir. Donc je voulais qu'on les revoie. Oui. Et puis, deuxièmement, je ne sais pas si je vais pas en parler toutes les semaines parce que c'est vraiment ridicule, voire pire. Et je voulais parler de ton article. On nous a fait. Tu es trop bon, Je Patrick. t'envoie énormément la balle cette semaine. Oui. J'ai quelque chose à te demander, je pense. Mais sur l'article que tu as fait, et c'est quand même ils étaient que 5, mais il y a quand même le secrétaire national des Verts qui est allé à Compiègne. C'est le numéro 1 des Verts. Je crois qu'ils sont dans un équilibre, une hiérarchie assez horizontale. Oui. Mais il y a le secrétaire national des Verts qui est. Donc je voulais en parler. Mais, monsieur le député veut intervenir là-dessus? Oh, je ne sais pas quoi dire. Vous savez, on a 70 000 morts en France du fait du coronavirus et certains miment l'hommage au cerf inconnu en raillant la flamme du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Je trouve que c'est débile et ridicule. Voilà ce que je peux vous dire. Denis avait dit même abject, parce que... J'ai été allé plus loin que vous, mais je suis parfois excessif et parfois un peu brutal, un peu frontal. Mais en tant qu'ancien officier, j'ai trouvé ça abject. Voilà. Oui, je dirais la même chose que vous. Ridicule, abject, débile. Voilà. Mais tout ce qui est excessif devient dérisoire et là, c'est de la dérision. Alors, je continue avec Europe Écologie Les Verts qui lance une grande votation. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi il parle de votation, parce que c'est un terme suisse, non? C'est plutôt suisse. Oui. Enfin bref, justement, sur la chasse à courre, on voit l'appel à la votation, et puis on voit aussi l'affiche. Et l'affiche, il y a chasse dans l'affiche, vous êtes en train de la voir, et les deux S de chasse sont couverts de sang. Oui. Donc, je sais pas, ils nous traitent de SS, non? Ah oui, carrément. Non, mais ça, c'est clair, net et précis. On ose comparer les chasseurs aux SS. Ça, c'est évident. Je pense qu'on peut faire la même conclusion que ce parti en Oui. pleine dérive. Pendant qu'on parle de votation, moi j'ai parlé de sondage. Et Le Point a fait un sondage et vous pouvez aller voter sur Le Point s'il est encore activé sur l'interdiction de la chasse à courre. Bon, Le Point se fait le spécialiste des sondages sur la chasse. Je pense que ça leur fait un peu de trafic et c'est bien pour les annonceurs. Mais allez-y, on fait du trafic au Point, puis vous votez ce que vous avez envie de voter. Mais Actuellement, voilà, les résultats ne sont pas du tout ceux que Clairon, Europe Écologie Les Verts et leur petit groupuscule animaliste alliés. On est à 60% de non pour l'interdiction et 40% de oui pour l'interdiction. Donc on est loin des 95% de Français opposés à la chasse à courre. Voilà. Ça veut dire aussi le ridicule de ces sondages. Oui, de toute manière. Dans tous les sens, qu'ils aillent dans un sens ou dans l'autre. Je continue sur la chasse à courre. Le quotidien, et ça réagit énormément sur les réseaux, le quotidien, l'émission qui passe toutes les soirées sur TMC, c'est ça? Je regarde pas beaucoup. Je ne sais pas. On a fait un reportage, vous non plus. A fait un reportage évidemment à charge avec Ava sur la vénerie. Ils vont avec des militants anti-vénerie pour faire un reportage sur la vénerie. Moi, je pense que s'ils étaient des bons journalistes, et il y a un certain nombre de gens sur les réseaux qui pensent comme moi, y compris même Chasseresse, si c'était des bons journalistes, ils seraient aussi allés voir les veneurs et auraient
essayer de regarder comment se passe vraiment la chasse à courre. Non, le quotidien, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants sociétaux avec des prises de position idéologiques, sociétales. Donc, bien entendu, ils n'allaient pas voir des veneurs, ils allaient voir des militants anti-vénerie, c'est différent. Et là, tu regardes, Denis. Non, mais j'ai vu ça. Tu as vu. Bon, et pour finir cette chronique, il y a Franck Allais. Alors, chaque semaine, je vous fais un tweet de Franck Allais. Cette semaine, il dit qu'il se retire de Twitter parce qu'il a été censuré. C'est-à-dire qu'il a fait des tweets qui sont pas du tout scandaleux, qui sont juste de la défense de la chasse et qui ont été censurés par Twitter. J'espère qu'il ne va pas partir trop loin parce que j'adore suivre Franck Allais et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et ça repose la question des censures des GAFA, des gens qui maîtrisent les réseaux sociaux, notamment Twitter. Est-ce qu'ils sont légitimes à censurer parce qu'on délivre une opinion? Et j'ai presque envie de poser la question à monsieur le député. Alors, avant de vous répondre, monsieur, une réaction sur la chasse à courre. Ça, c'était pas dans le programme du président Emmanuel Macron de la supprimer. Moi, j'en suis plutôt un défenseur. J'ai un permis de chasser depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais chassé à courre, mais par contre, je connais l'histoire et les symboles qu'elle représente. Et j'en suis un défenseur. Donc, comme ça, le sujet est clair. Ensuite, concernant votre question, vous pouvez la préciser ? Je parlais de la censure des réseaux sociaux. Bon, on l'a vu avec le président des États-Unis, mais on s'inquiète, nous, forcément, parce qu'on n'est pas dans l'idéologie dominante, on le sent sur les réseaux. Et il y a des chasseurs qui se font censurer quand ils prennent parti pour la chasse. Donc ça pose question. Je comprenais la question en écho à l'affaire Trump, mais je n'avais pas d'informations sur des chasseurs qui pouvaient être censurés par des GAFA. De toute façon, moi, la position est très simple. Moi, je suis un républicain et je suis dicté par trois principes: liberté, égalité, fraternité. À partir du moment où un opérateur privé, qui d'ailleurs n'est pas considéré comme un média, c'est pour ça que la censure est possible, parce qu'il est considéré comme gérant un entrepôt de données. Vous savez qu'il y a un débat international sur le sujet, afin de faire en sorte que les GAFA soient considérés comme des médias. Et si c'était des médias, pour censurer François Jolivet sur Twitter, il faudrait censurer le média de François Jolivet. Donc il faudrait une autorisation judiciaire. Là, c'est entrepôt de données, donc on supprime l'entrepôt de données de François Jolivet. Et comme on supprime l'entrepôt de données on a l'entrepôt de données de Trump et peut-être de certains chasseurs, parce que je n'ai pas du tout connaissance de ce type d'informations. Et voilà, mais c'est pas la France toute seule qui pourra y arriver, c'est d'ailleurs pas l'Europe toute seule. Il faudra que un certain nombre d'acteurs des grandes puissances et que ça devienne un sujet du G20, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien que aujourd'hui, 3 ou 4 gestionnaires d'entrepôts de données sont capables de faire la pluie et le beau temps en modifiant d'ailleurs leurs algorithmes, en mettant en visuel pour tout le monde un certain type d'information et en écrasant l'autre, parce que quelque part, supprimer, ça permet déjà de se révolter du data, mais quand on est simplement dans un algorithme où vous êtes visé afin que vos diffusions ne passent pas, vous avez le sentiment que ça passe, mais ça ne passe pas et que c'est vu par personne. Donc c'est un sujet qui tient à la liberté de parole et à la liberté démocratique surtout. Donc c'est un vrai sujet, mais la France n'y parviendra pas seule. Par contre, le problème est entier. Ah, tout à fait, tout à fait. On est dans un monde où ces opérateurs privés ont acquis un pouvoir énorme et je pense qu'il serait bon que des pouvoirs régaliens s'en préoccupent. Mais là, comme vous l'avez fort justement dit, la France seule n'y arrivera pas. Même si la France a compris, hein. Je suis persuadé, et sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, tout le monde a compris cela. Merci le député pour ces précisions. Patrick, en tout cas, Franck Allais va se taire sur Twitter, c'est bien dommage.
C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. Denis, nous passons à ta chronique, les brèves du chasseur. Alors la chronique sera brève. Peu de choses. J'ai découvert il y a peu, grâce à nos followers, comme on dit sur nos réseaux, que les véganes souhaitaient que l'on interdise les biscuits en forme d'animaux. Les biscuits, les bonbons, les petits ours en guimauve, les choses comme ça, parce que ça encouragerait les enfants à avoir les sentiments que les animaux et la nature sont là pour les servir. Et les petits écoliers, c'est du cannibalisme. Voilà. Donc, bon, c'est assez... là, on est dans l'archétype du ridicule, l'extrême du ridicule. Mais bon, voilà. Je voulais revenir sur la votation, qui est en fait une pétition d'Europe Écologie Les Verts à propos de la vénerie. Et nous demandant si nous étions pour ou contre l'interdiction. Moi, j'y suis allé. Et j'ai bien entendu que j'étais opposé à l'interdiction de la vénerie. Le problème, c'est que la question suivante, c'était « Expliquez-nous pourquoi vous êtes pour l'interdiction ». Donc on est face à un sondage, je dirais, stalinien, qui vous avait dit non, mais nous disons oui pour vous. C'est assez scandaleux. Ça montre bien le sens de la démocratie d'Europe Écologie Les Verts et de ces Khmers verts qui nous prévoient des lendemains qui chantent. Dernière petite brève, c'est la rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours entre Willy Schren, le patron de la FNC, et Bérengère Abba. Deux sujets, mais nous y reviendrons avec monsieur le député, parce que comme il est vice-président du groupe chasse à l'Assemblée, ce sont des sujets bien entendu qu'il suit de très près. Ils avaient deux sujets à l'ordre du jour, les dégâts du grand gibier, en particulier des sangliers, bien entendu, et puis la sécurité. Nous y reviendrons, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Les accidents mortels ont baissé de 71% ces 20 dernières années, les accidents en général de 41%. Il y a un décret qui vient de sortir précisant qu'un certain nombre de mesures de sécurité étaient obligatoires maintenant. Le port du gilet orange, la formation décennale à la sécurité et d'autres, les panneaux marquant les battus. Mais, encore une fois, le problème, c'est que la presse et les médias ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et pas de la baisse, mais de l'accident. Il y a un militantisme évident anti-chasse chez un certain nombre de journalistes et de médias. Donc j'espère que Madame la secrétaire d'État ne se fera pas abuser par cela et que nous ne paierons pas pour des statistiques qui sont positives, puisque moins 71%, quelles sont les statistiques qui peuvent avoir de tels résultats? Les accidents de la route, nous aimerions qu'ils baissent de 71% aussi. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Mais nous allons probablement reparler de tout ça avec monsieur le député, puisque, voilà, Amélie, je te laisse la parole. Alors on passe maintenant à notre dossier de la semaine. Dossier de la semaine consacré ce soir et animé avec le député François Jolivet. Merci encore à vous d'être avec nous. Et Denis, je te laisse nous présenter monsieur le député. Oui, j'aurais dû commencer par là, monsieur le député, vous m'en excuserez, mais j'ai un bref portrait extrêmement synthétique et rapide. Bon, vous êtes né en mars 66 à Châteauroux, vous avez fait des études de droit et de management, vous avez débuté votre carrière professionnelle comme assistant parlementaire d'un sénateur, François Gerbaud, bien connu dans votre région. Vous avez été maire de Saint-Maur pendant 22 ans, je crois. C'est un long mandat. Est-ce que je me trompe? Non, c'est cela? Non, c'est cela. Vous avez été élu député en 2017 sous l'étiquette LREM. Vous êtes membre, excusez du peu, de la Commission des Finances et aussi, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vice-président du groupe Chasse, dont un des deux présidents est Alain Péréa, que nous avions longuement interviewé à Compiègne en septembre dernier. Vous tenez aussi un blog, vous êtes un homme de réseau et du monde moderne. Vous avez un blog que j'ai trouvé très intéressant, dont on voit ici l'ouverture, l'écran, voilà. Donc un homme dans la modernité, mais un homme attaché à un certain nombre de valeurs. Et c'est ça qui est intéressant. L'actualité est riche en ce moment. Et je crois qu'il faudrait commencer par cette proposition de loi qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. 3 jours de débat public sur des sujets portant
sur la maltraitance animale. Alors bon, les animaux de compagnie, la faune sauvage captive, la maltraitance en général, je crois même que ça parle de zoophilie. Jamais la condition animale, on va dire cela, n'avait eu droit à un tel traitement. Les trois groupes parlementaires de la majorité, hein, LREM, Agir et puis EDS, portent... EDS, c'est pas la majorité, hein, Modem. Modem, pardon. EDS, vous savez, EDS, n'existe plus actuellement. Hein. oui, et puis en plus, ils n'existent plus parce que je crois qu'ils ne sont plus que 14 ou 13, puisqu'il faut 15 pour faire un groupe. Voilà. Euh, J'aimerais, avant qu'on recueille votre avis, qu'on écoute une petite vidéo que j'ai attrapée sur le site de France Culture, qui a parfois des émissions très intéressantes, et en particulier Les Chemins de la Philosophie. Et là, on va écouter pendant très peu de temps Alain Prochiantz. C'est un neurobiologiste, un philosophe, un auteur d'un certain nombre d'ouvrages scientifiques absolument reconnus, qui nous parle des dangers de l'anthropomorphisme. C'est clair, net, précis, c'est calmement dit, mais c'est assez remarquable. Écoutons Alain Prochiantz qui cadre bien le débat. Le grand danger dans toutes ces histoires, pour moi, c'est l'anthropomorphisme. Si on veut vraiment respecter les animaux, il faut les respecter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des animaux. Et vous pouvez lire Jean-Christophe Bailly, vous pouvez lire Derrida, vous verrez que c'est une question très importante de ne pas les humaniser. Donc les respecter, c'est les respecter pour leur place qu'ils occupent dans l'histoire de l'évolution. Par ailleurs, il faut distinguer les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La nature n'est pas un parc de loisirs. Hein. Excusez-moi, mais si vous allez quelques 300 000 ans en arrière, à la naissance des sapiens, il y avait 10 000 sapiens au milieu de l'Afrique, dans un milieu extrêmement hostile, croyez-moi, s'il n'avait pas eu la technologie, les armes, le feu, etc., les petits sapiens tellement appétissants qui ne peuvent pas tellement se défendre n'auraient pas fait long feu devant le premier tigre venu ou lion. Donc il ne faut pas faire de l'angélisme animal. On peut respecter les animaux parce que ce sont des animaux. Et on peut les trouver beaux parce que ce sont des animaux. Mais il n'y a pas un humain dans l'animal. D'accord ? Et ça, je pense que c'est un vrai danger. C'est un vrai danger parce que c'est faux intellectuellement et c'est faux philosophiquement, mais aussi si dangereux pour l'humain, parce qu'à l'inverse, quand il y a eu des massacres de masse, il n'y a pas si longtemps quand même, 5 millions de juifs dans les camps, pour les tuer, il a fallu les déshumaniser d'une certaine façon. Donc la distinction qui est réelle entre l'homme et les autres animaux, l'homme étant lui-même un animal, avec un corps, avec un cœur, avec tout ce que vous voulez, bien entendu, il y a un sexe et tout. La distinction reste un impératif moral important dans nos sociétés, et quand on ne la fait pas, on prend un risque majeur de déshumanisation des humains aussi. Donc cette proposition de loi sur la maltraitance animale, ça peut paraître issu de bons sentiments, et pour certains c'est probablement issu de bons sentiments. J'ai néanmoins peur que ce ne soit qu'une première étape vers d'autres choses beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus gênantes pour à la fois les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les cavaliers. Parce que si on regarde la propagande animaliste, tout doit être interdit, y compris le miel, les ruches, parce que produire du miel, c'est exploiter les abeilles. J'ai peur que ce ne soit qu'une première étape. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le député, et je suis assez surpris de voir le grand écart qu'est capable de faire une majorité parlementaire sur un sujet aussi important et un sujet qui, pour moi, fait civilisation, un sujet de civilisation. J'aimerais avoir votre sentiment à ce propos-là, monsieur le député. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez dressé mon portrait d'élu tout à l'heure. Moi, je suis d'origine agricole. La chasse a rythmé ma vie depuis que j'ai pu suivre mon grand-père à la chasse. Et j'étais dans une ferme polyculture élevage où il y avait une majorité de brebis. Et les animaux, j'ai vécu avec toute ma vie.
Je vous ferai observer d'ailleurs que si vous détaillez les signataires de la proposition de loi qui est aujourd'hui en discussion, vous pouvez chercher mon nom, vous ne le trouverez pas. Comme d'ailleurs d'autres députés de La République En Marche. Parce que je ne me sens pas solidaire de ce texte, parce qu'il n'était pas dans le programme du président de la République. Il est d'ailleurs d'initiative parlementaire portée par Monsieur Dombreval, qui est un collègue député vétérinaire, qui est un défenseur je serais tenté de dire, de l'humanisation des animaux, pour faire écho à votre au sujet que vous avez passé avant, même si en tant que vétérinaire, il a souhaité, en interrogeant le ministre de l'Agriculture, que tous les visons français soient abattus. Alors je sais bien que les vétérinaires, quand ils ne savent pas, ils abattent, mais n'a pas cherché à les soigner. Donc quelqu'un qui défend la cause animale sans essayer de soigner m'interroge. Vous voyez que je n'ai pas la langue de bois. Ensuite, sur le choix de civilisation. Moi, je voudrais dire à tous les ruraux, mais aussi aux urbains qui aiment la ruralité, que parfois, dans nos réactions excessives, nous faisons écho et nous donnons prise à celles et ceux qui semblent nous attaquer, ou parfois on se sent attaqué par eux, peut-être parfois à l'excès. Mais manifestement, ce texte-là, il tente à... Parce qu'au fond, il est assez banal. On parle du métier du veto, on parle des animaux dans les cirques. On peut admettre que les gens n'aiment pas les cirques. Mais comme les cirques, pour s'installer, avaient avant besoin d'autorisation du maire, le maire pouvait très bien dire « je n'en veux pas », et puis le cirque allait se planter ailleurs. Je parle des vrais cirques, parce qu'il y avait aussi des cirques sans animaux qui squattaient le paysage et qui parfois généraient un certain nombre de difficultés autour d'eux. Mais là, on est dans une dictature de la pensée qui tente à dire que l'être humain ou que l'animal est à égalité avec l'être humain. Mais alors, quand on dit ça, ça veut donc dire qu'on fait de l'être humain un animal aussi, parce qu'on a du mal à faire d'un chat, un chien, un lapin et d'une souris un humain. Ou alors, le respect de la biodiversité, c'est aussi le respect de la nature humaine. Moi, je ne peux pas croire que l'homme est une erreur de la nature. Et ceux qui, sans doute vouloir le faire au fond, dispensent ce type d'idées et font prospérer ce type d'idées. Et vous l'avez bien dit, monsieur, tout à l'heure, est-ce que nous devons vivre dans un parc national? Dans un parc national, la règle du parc national, c'est d'en extraire la nature humaine. Puisque l'homme est une erreur de la nature dans un parc national. Et toutes ces activités, d'ailleurs, qu'il a pu générer, les étangs, les canaux, les maisons, les clochers, qui peuvent être une entrave par ailleurs au vol des oiseaux, mais les éoliennes ne le sont moins, des entraves. Donc en fait, j'ai le sentiment profond que ce texte-là, il est révélateur d'une sensiblerie, entre guillemets. Je ne suis pas péjoratif quand je dis ça. Beaucoup de gens parlent de la nature sans la connaître et veulent dicter à celles et ceux qui en ont la garde la manière de faire. Quant à l'animal lui-même, moi, je ne supporte pas les gens qui abandonnent leurs chiens, je ne supporte pas les gens qui ne soignent pas leurs chiens, ou leurs chats d'ailleurs. Par contre, je comprends aussi que certains puissent être exaspérés de voir des chats communs devenir sauvages et pulluler dans les communes rurales, notamment, parce que ça pullule pas trop à Paris. Par contre, à Paris pullulent les rats, à tel point d'ailleurs que je crois que la maire de Paris va être obligée de prendre des mesures particulières, parce que c'est pas facile de stériliser un rat, et puis c'est pas facile d'empêcher un rat de se reproduire. Et aujourd'hui, mais on ne veut pas les tuer, on ne les piège plus. Donc, vous voyez, une nature abandonnée à l'état sauvage n'est pas une nature accueillante pour l'être humain.
Et je pense que beaucoup l'ont oublié. Et tout ce qui vise à humaniser l'animal, et quand je dis ça, c'est pas un manque de respect à l'animal, vise en fait à faire reculer la nature humaine et l'être humain. Et le reportage que vous venez de diffuser, j'aurais pu tenir exactement les mêmes propos, parce qu'en fait, euh, je suis persuadé que ce type de texte qui exacerbe les pensées des uns et des autres et qui veulent dicter par une idéologie dont les fins ne sont pas démontrées, euh, la manière de se comporter en rompant avec les modes de vie des gens, je crois que voilà, on n'aura plus le droit de voir des dauphins au parc de Beauval, sauf si un amendement est passé. Mais ça veut donc dire que ceux qui iront voir les dauphins seront ceux qui auront les moyens d'aller les voir dans la mer. Ceux qui pourront voir les tigres de près seront ceux qui pourront aller faire un safari. Euh, et ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Et moi, je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent que ce qui est extérieur au cadre de vie des gens ne doit pas être rendu accessible quand ils n'ont pas les moyens d'aller voir. Et moi, je pense que la raison est à reculer sur ces sujets. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a il n'y a pas plein de choses à faire pour faire en sorte que celui qui est propriétaire d'un animal, par exemple, le respecte. On aurait peut-être pu commencer par interdire la vente de serpents, de lézards, de boas dans notre pays et de tout animaux autres. J'ai vu qu'hier soir, hier après-midi, était voté un amendement sur la fermeture des animaleries. Bon, alors, je ne connais pas l'impact de cette décision en matière d'emploi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui achètent parfois des animaux, et moi, je n'aurais pas voté ce truc-là, mais je siège à la Cour de justice en ce moment, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui détiennent des animaux et qui ne connaissent pas la charge que cela suscite à son propriétaire. De la même manière, si on avait vraiment voulu défendre la cause animale, peut-être qu'on aurait pu interdire la détention de chiens de plus de 5 kilos dans des appartements. Oui, parce qu'une maltraitance animale, ça pourrait être aussi de considérer... C'est aussi ça. Mais en revanche, ce courage politique, il n'est pas facile à avoir. Et moi, je crois qu'on a perdu le sens, le bon sens. Et il y a sans doute eu des excès, parce qu'on a peut-être... enfin, des excès. Moi, je suis un élu de la région Centre-Val de Loire, donc le département de l'Indre et le sud de la région, et j'ai à côté de moi le département du Loir-et-Cher, où il y a les eaux de Beauval, qui, en dehors d'être un lieu très attractif touristiquement, et qui permet à beaucoup de gens de venir voir des animaux et dont on dit qu'ils sont, parce que ce serait soi-disant un des exemples de zoos, comme d'autres d'ailleurs, en matière de gestion de cette faune accueillie, de cette faune sauvage, mais c'est aussi le lieu de plus de recherche sur les animaux, et apparemment il y a des animaux qui aujourd'hui sont réintroduits sur leur terrain naturel grâce aux eaux de Beauval. Inutile de vous dire que lorsque son dirigeant a entendu parler de la loi sur la protection de la PPL, c'est pas d'initiative gouvernementale. Hein. Monsieur le député, il faut quand même, à mon avis, bien entendu, un certain nombre de mesures pour protéger les animaux sont nécessaires. Maintenant, je constate quand même que les initiateurs d'un certain nombre de propositions de loi, d'amendements et autres, et c'est la remarque qu'on pouvait se faire et que je me suis faite à propos de la proposition de loi Villani, dans laquelle, dans l'exposé des motifs, il citait le philosophe Peter Singer. Je suis désolé, citer cet individu comme éventuelle source du droit français, parce que ça reviendrait en gros à cela, c'est assez scandaleux. C'est quelqu'un qui se prononce pour l'eugénisme, pour l'euthanasie de certains jeunes enfants ou de malades, qui dit que la zoophilie, après tout, ce n'est pas si grave. Je pense que là, on n'est plus dans quelque chose qui est acceptable. On est dans une dérive
inadmissibles et dans des principes, encore une fois, de conception de civilisation, de conception philosophique, d'appréhension du monde, comme disent les philosophes allemands, et qu'on va beaucoup trop loin. Citer Peter Singer dans les motifs, dans les exposés de motifs d'une loi, d'une proposition de loi, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop loin, que c'est une dérive inadmissible. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais vous me parlez de Cédric Valiani, que je fais par ailleurs comme étant un bon collègue, parce qu'il a aussi du talent. Mais c'est bien lui qui a perdu les élections municipales à Paris, non? Et qui est un oublié de la République, et qui veut exister avec n'importe quoi. Et voilà. Moi, j'ai pas de commentaire à faire. Après, chacun est libre de prendre ses sources n'importe où. Mais quand elles sont démasquées comme vous le faites, ça ne fait que de ridiculiser un peu plus. Donc, je n'ai pas de... Si vous voulez, moi, je distingue bien l'initiative parlementaire, l'initiative d'idées. Moi, je suis pour que les gens puissent penser tout ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où tout ce qu'ils pensent ne modifie pas ma mode de vie, et ne parvient pas et ne prospère pas. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui sont aujourd'hui à la tête de courants de pensée ultra minoritaires qui essayent d'imposer leur manière de faire, comme certains disent que manger de la viande, c'est quelque chose de négatif et qu'il faudrait manger de la viande fabriquée, on va dire, en laboratoire. Mais d'ailleurs, en disant ça, on leur donne trop d'écho parce que peut-être qu'il y en a qu'on sensibilise à ce truc-là. Et je crois qu'il faut qu'on se méfie, nous aussi, parce que je me sens assez proche, en tout cas, pour la grande partie de vos propos qui sont tenus dans cette émission, de ne pas faire écho à des gens qui sont ultra minoritaires, parce qu'à force de leur faire écho, on leur donne une pensée un peu plus importante. Oui. Maintenant, il faut que nous ayons raison gardée. La PPL dite Villani, mais qui était présentée par le groupe EDS, qui n'existe plus, vous voyez, c'est un groupe politique qui n'existe plus à l'Assemblée nationale, a été sortie par la majorité et l'opposition, d'ailleurs. Ils n'avaient qui comme alliés? Ils avaient la France Insoumise et un ou deux LR et quelques PS, mais pas tous. Tout le monde a bien compris que c'était stupide. Donc voilà, la stupidité, parfois, plus c'est gros, plus la presse en parle, plus c'est gros, plus on a tendance à railler ces conneries et à leur faire écho, et peut-être que des esprits pas trop éclairés peuvent se dire, bah, finalement, c'est pas si mal. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je suis d'accord avec vous. C'était un coup de pied dans l'eau, la PPL Villani, et puis elle n'est pas passée d'ailleurs. Et donc, si un certain nombre de députés ont cru bon se rassembler derrière Dombreval pour reprendre ce sujet d'une autre manière quand même si mon nom n'est pas dessus et que je ne voterai pas ce texte, il y avait une autre approche, même si je ne la partage pas. Mais vous voyez, quel avenir pour ce texte, monsieur le député? Parce qu'on parle quand même de gens qui sont du même groupe parlementaire que vous. Donc comment vous voyez, pour que ce soit clair pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas forcément au fait des us et coutumes parlementaires? Le mouvement La République En Marche, ça rassemble des gens qui viennent de partout et qui ont des origines politiques complètement différentes au démarrage, du vieux monde, on va dire. Et vous avez des ruraux qui ne sont pas dessus, qui ont refusé de signer cette PPL, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de godillot à La République En Marche, ça me permet de le dire, parce que moi, je n'ai pas été exclu parce que je n'ai pas signé la PPL. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et il y a des textes sur lesquels je n'ai pas mis mon nom, d'initiative parlementaire, bien évidemment. Et voilà, moi, je trouve que dans la hiérarchie des sujets, ce n'était pas forcément prioritaire. Et par ailleurs, je n'en partage pas le fond, parce qu'en fait, on ne peut pas réformer ce secteur sans renoncer à aborder les vrais sujets. Et je trouve que la PPL passe à côté des vrais sujets. Je pense qu'il y a probablement plus important dans les priorités à aborder. Monsieur le député, j'ai bien compris que ce texte était clivant, même au sein de votre groupe parlementaire. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet que j'ai brièvement évoqué de la rencontre entre Willy Schren et Bérengère Abba, les dégâts.
Est-ce que c'était quelque chose qui, comme vice-président du groupe chasse à l'Assemblée, vous parle? Le député Péréa avait fait, avec un autre député dont je ne me rappelle plus le nom, un très beau rapport sur le problème des dégâts, un très intéressant rapport. Le président Schrenne souhaiterait que les chasseurs ne soient plus les seuls à financer ces 80 et quelques millions d'euros qui nous plombent et nous empêchent d'investir ailleurs. Mais moi, je suis un petit peu réticent dans la mesure où j'ai tendance à croire que qui paie a des droits et que ouvrir les indemnisations à d'autres contributeurs pourrait, comment dirais-je, limiter les prérogatives des chasseurs, du monde de la chasse en général. Est-ce que vous avez un avis à ce sujet, monsieur le député? Écoutez, moi j'ai un avis parce que c'est moi qui ai défendu l'amendement à l'Assemblée nationale qui accompagnait la réforme du permis de chasser et des règles d'indemnisation. Et cette réforme d'ailleurs n'est pas encore aboutie. Parce que je vous rappelle que l'idée selon laquelle les dégâts de gibier devaient être payés par les propriétaires forestiers, enfin par les propriétaires fonciers, de fonciers non bâtis, n'est pas abouti, puisqu'en fait, ça devait résulter sur une taxe additionnelle sur la taxe foncière des propriétés non bâties. Parce qu'aujourd'hui, seuls sont amenés à payer les propriétaires fonciers dont les territoires sont inscrits dans un plan de chasse. Les fameuses taxes à l'hectare. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi, je préférerais que tout le monde, propriétaire foncier non bâti, contribue au financement des dégâts de gibier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui achètent des forêts, qui ne sont pas dans des plans de chasse, où ce n'est pas chassé, les gens sont libres de ne pas y chasser. Mais en revanche, ils sont les lieux où des dégâts de gibier à leur périphérie sont importants. Et la seule chose que la puissance publique a comme moyen pour essayer de réguler, ça s'appelle les battues administratives. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, vous faites vous êtes propriétaire, avec le droit de propriété, vous avez le droit de chasser, vous y renoncez, mais par contre, le droit de payer aux dégâts de la chasse vous incombe. Et j'avais même ajouté, mais c'était pas passé, que lorsqu'on suit un gibier qui a fait des dégâts dans des champs, on sait d'où il vient. Oui, c'est le sujet qu'aborde très souvent le président de la FNC. Ce sont les zones non chassées. À peu près 30% des zones chassables en France ne le sont pas. Et une des solutions serait donc de faire en sorte que les propriétaires de ces zones non chassées, dont souvent l'État d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des zones non chassées appartenant à l'État. Tous ceux qui payent de l'impôt sur le foncier non bâti. Et vous avez une taxe additionnelle qui est une taxe qui déjà existe, hein, la taxe foncière, qui est dédiée comment on appelle ça, au financement de la trame bleue, vous savez, supprimer les ouvrages d'art sur les rivières afin que les saumons remontent, et puis également essayer de lutter contre les inondations par des travaux. Et cette taxe existe, et sans doute que cette taxe additionnelle à la taxe foncière qu'on serait amené, enfin moi pour laquelle je suis favorable, et que paieraient tous les propriétaires de fonciers non bâtis, sans doute que les chasseurs en prendraient leur part pour financer les dégâts de gibier, et sans doute que d'autres y trouveraient une ressource aussi pour faire autre chose. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la réforme n'est pas allée jusqu'au bout, et qu'aujourd'hui, on a toujours les propriétaires de fonciers, enfin de forêts, qui ne sont pas chassés et qui continuent à faire des dégâts. Et ce sont que les seuls chasseurs dont le nombre diminue, malheureusement, qui doivent faire face à cela. C'est insupportable. Tout à fait. Donc, la réforme, la loi portant réforme de la chasse a commencé, mais il faut, comme diraient certains, continuons le combat. Je voudrais terminer, monsieur le député, avec une petite nouvelle réjouissante. J'ai vu hier sur Twitter que votre collègue Dombreval venait d'être d'être nommé élu animaliste de l'année par un collectif francophone animaliste. Voilà, c'était la dernière bonne nouvelle du jour à propos de votre collègue Dombreval.
S'il m'entend, je souhaite le féliciter, bien entendu. Monsieur le député, un grand merci d'avoir pris du temps pour venir à notre émission. Je sais que c'est la course en ce moment. Encore une fois, un très très grand merci de nous avoir accordé cette entrevue avec votre franc-parler et que nous ne savons que louer parce que franchement, voilà, souvent les Français disent « Oh, les hommes politiques, c'est la lampe de bois, ils ne disent jamais ce qu'ils pensent ». Nous en avons eu un exemple contraire aujourd'hui et ne serait-ce que pour cela, un grand merci, monsieur le député. Écoutez, sachez, monsieur, que je dis toujours la même chose parce que je ne sais pas mentir, parce que je ne sais pas me souvenir de mes mensonges. Donc je dis toujours ce que je pense. Bien, c'est une raison, en effet. Merci encore une fois, monsieur le député. Merci à vous et merci infiniment, messieurs, dames. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Patrick, merci Denis de m'avoir accompagné ce soir. Merci encore à monsieur le député de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site d'actualité chasse. Mettez des j'aime ou des commentaires, parlez de cette émission autour de vous. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 20h. Excellente soirée.